Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes spécialistes de la boîte La Cité Engloutie. Pardon. Et aujourd'hui on va voir deux cartes de niveau 3. La première c'est l'armure de tranchée. Un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, trait, objet et armure. Deck, agence, police ou vétéran uniquement. 3 points de vie, pas de points de santé mentale. Annulez la première attaque d'opportunité effectuée contre vous à chaque round. Première chose, les emplacements de corps. Il y en a des cartes qui occupent l'emplacement de corps, il y en a dans toutes les classes. C'est en chercheur qu'il y en a le moins. Ok, mais c'est pas forcément l'emplacement le plus contesté, le plus disputé. On a une carte qui annule une attaque d'opportunité à chaque round. Ça fait penser à Jake Williams, l'allié signature d'Ursula Dawns. Lui, il annule la première attaque d'opportunité, enfin, plus exactement, la première action, se déplacer ou enquêter que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, ok. On a sinon une carte qui a 3 points de vie. Ça fait un peu penser à détermination exemplaire, mais détermination exemplaire peut encaisser pour les autres. Voilà, donc cette carte-là, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous donne ? Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous donne ? Elle vous permet d'encaisser 3 dégâts, et elle vous permet d'éviter une attaque d'opportunité à chaque round. Quand est-ce qu'on se prend une attaque d'opportunité ? Quand on effectue une action autre que combattre, discuter, comment ça s'appelle déjà, abandonner, et je crois que c'est tout, alors qu'on est engagé avec un ennemi. Donc cette carte-là, si vous l'avez en jeu, ça vous permet une fois par round de faire un truc en étant engagé avec un ennemi qui aurait généré une attaque. Intérêt, par exemple, je l'ai déjà mentionné, mais quand on joue en solo, on s'équipe le minimum, parce que on a un rythme, on est plus pressé quand on joue à 2 ou plus investigateurs. Donc en solo, par exemple, on attend le dernier moment pour jouer son arme. Et si on a accès, on va par exemple envisager d'utiliser Joël le Ravigile pour sans dépenser d'action, en capacité gratuite, jouer un soutien-objet. Tant qu'on n'a pas d'ennemi, on ne joue pas d'arme, on devient engagé avec un ennemi, on dit tiens, Joël le Ravigile, je joue mon arme, maintenant je suis prêt à combattre, je me suis pas pris d'attaque d'opportunité. Et là par exemple, on garde sa carte arme en main, et dès qu'on devient engagé avec un ennemi, au début de son tour, première action, on joue son arme, pas d'attaque d'opportunité. Je suis en train de bugger. Ouais. Pas d'attaque d'opportunité. Et ensuite on combat. Donc on a on a évité de faire un truc inutile tant que c'était inutile. Et les attaques d'opportunité, ça peut aussi éviter la première attaque d'opportunité, ça peut aussi vous permettre d'engager un ennemi, engager quelqu'un d'autre, puis ensuite combattre vos ennemis successivement. Dans ce contexte-là, ça remplace avantageusement le sifflet. Enfin, avantageusement. Le sifflet vous fait que vous avez une action supplémentaire pour l'engagement. Là, l'armure de tranchée, vous payez quand même l'action pour effectuer l'engagement. Voilà, et ça peut vous permettre aussi de faire une enquête sans vous faire attaquer, ça peut vous permettre de faire une action alors que vous êtes engagé. Et je vais mentionner un dernier truc. Le mot-clé audacieux, le trait audacieux. Donc il y a des événements gardiens qui ont le trait audacieux. Ça vous oblige à les jouer comme première action de votre tour. Et généralement, ça vous dit, c'est pas le cas pour tous, ça vous dit cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Par exemple, scène de crime. Avec armure de tranchée, vous pouvez gagner cet effet
je joue ça au début de mon tour, mais j'ai pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Voilà. Ah oui, les icônes, un icône de volonté, 2 icônes de force. 2 icônes identiques, on pense à bien préparer. Donc, capacité gratuite, incliné bien préparé. Choisissez un soutien que vous contrôlez. Vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc votre armure peut vous fournir un +2 en force. Autre carte à mentionner, protection rapprochée. Là par exemple, c'est la version de niveau 0. Réaction, après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. L'investigateur A a l'armure de tranchée, l'investigateur B a protection rapprochée, et l'investigateur A se déplace pour que l'investigateur B le suive grâce à protection rapprochée, et ce déplacement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ça peut être intéressant. Carson Sinclair n'y a pas accès. Bon. Mais voilà, vous pouvez avoir dans un groupe plutôt à 3 ou 4 investigateurs, un investigateur qui donc est agent, police ou vétéran, qui déplace les autres. Et il se prend pas les attaques d'opportunité en se déplaçant. Voilà. Sinon on peut aussi mentionner, ça peut être intéressant pour un tank, hein, ça encaisse. Voilà. Et puis, comme ça annule la première attaque d'opportunité, vous engagez quelqu'un, et comme ça, vous récupérez tous les ennemis sur vous. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la carte. Maintenant, qui y a accès ? Essentiellement des gardiens. Mark Harrigan. Alors oui, voilà, j'ai failli oublier. Pour lui, l'aspect intéressant, c'est ça. Réaction, après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte. Limite d'une fois par phase. L'armure de tranchée va pouvoir se prendre au fil du temps 3 dégâts. Et voilà, donc il va piocher 3 cartes. Par contre, justement, je viens de penser à un truc que j'ai oublié tout à l'heure. Armure de tranchée, ça occupe un emplacement de corps. Et le lance-flamme utilise aussi un emplacement de corps, donc en fait non, on peut pas avoir armure de tranchée et lance-flamme simultanément. À moins de trouver une technique du style vous avez une arme qui occupe pas d'emplacement, mais j'en ai pas en tête là tout de suite. Donc Mark Harrigan, lui, va profiter des points de vie de la carte pour piocher. Tommy Muldoon, l'armure de tranchée va se prendre 3 dégâts, elle va être vaincue, elle fournit 3 ressources ou 3 munitions et elle est remélangée dans le deck. Trish Scarborough. Alors, quelqu'un met en commentaire, Mr. Goldby, je vois souvent ces commentaires, que ça c'est fait pour Trish Scarborough. Il dit voilà, depuis 2020, je pense que c'est l'année de sortie de Trish Scarborough, les decks Trish tournent autour, voilà on va dire ça comme ça, tourne autour du fait d'avoir des indices rapides avec le cryptographe, suivre son intuition et d'autres cartes dont le principal bénéfice est qu'il ne coûte pas d'action. Et c'est vrai que Trish Scarborough, elle a sa réaction après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Le problème c'est que s'il y a un ennemi dans votre lieu, s'il est engagé avec vous, faire une enquête provoque une attaque d'opportunité. Jouer une carte non rapide pour prendre l'indice sans enquêter provoque une attaque d'opportunité. Donc Trish Scarborough, il faut que soit l'ennemi soit engagé avec quelqu'un d'autre, soit qu'il soit distant, soit qu'elle ait une technique pour avoir les indices sans provoquer d'attaque d'opportunité. Et donc effectivement, si on regarde ce qu'elle a pour trouver des indices, suivre son intuition, le cryptographe, et donc c'est tentant de lui mettre l'armure de tranchée et dire je me pose pas de questions, première action de mon tour, j'enquête,
pas d'attaque d'opportunité grâce à l'armure de tranchée, je trouve mon indice, évasion automatique, je me soucie plus de l'ennemi. Voilà. Sauf que... Je suis en train de bugger. Ah oui, voilà. Les autres gardiens, je crois qu'il y a rien de particulier à dire. Sauf que moi, personnellement, ma façon de jouer, maintenant, Enfin, avec les cartes qu'il y a maintenant, Trish Scarborough, elle peut utiliser faux papier, niveau 0 ou niveau 4. Elle fait une discussion, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, et si elle réussit, elle a un indice. Et elle peut échapper automatiquement à l'ennemi. Voilà, elle s'est pas pris d'attaque d'opportunité. Elle peut utiliser la capacité gratuite de Lola Santiago. Elle incline Lola Santiago, elle paie X ressources, où X est la valeur occulte du lieu, et elle trouve un indice. Donc il n'y a pas à se soucier d'attaque d'opportunité. Elle peut utiliser suivi, enquêter. Choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez plus en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de plus 5 en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Donc vous choisissez l'ennemi qui pourrait vous provoquer une attaque d'opportunité. Si vous réussissez le test, 2 indices. Et là vous faites votre évasion automatique. Et alors taper dans la fourmilière... Ouais bon, taper dans la fourmilière quand on le joue, ça provoque une attaque d'opportunité. On va chercher un ennemi non élite. Ouais. Bon, ça c'est moins pertinent. Donc je trouve que Trish Scarborough, elle a plein de cartes qui lui permettent d'avoir un indice sans se prendre l'attaque d'opportunité. Elle a aussi énigme existentielle. Voilà, énigme existentielle. C'est une discussion, donc pas d'attaque d'opportunité. Il faut choisir un ennemi non élite, effectuer un test d'intelligence ou de volonté de difficulté 8, on diminue cette difficulté de 1 pour chaque autre carte dans la main, on diminue également cette difficulté de 2 si on a la tenue élégante, et si on réussit, on échappe automatiquement à l'ennemi. Donc voilà, on lui a échappé, sans souci plus pour le moment, on lui attache énigme existentielle, et maintenant, il est distant. Donc première action de son tour, si tout se passe bien, on échappe à l'ennemi. Il est devenu distant. Maintenant, on se débrouille pour prendre des indices. Et comme l'ennemi est distant et qu'il va rester distant, on lui a échappé. Donc la capacité de triche ne va pas être utilisée pour une évasion automatique, mais pour un deuxième indice. Et ensuite, si l'ennemi est élite, est chasseur, il nous suit. Et chaque fois qu'on veut utiliser la capacité de triche, tant qu'on pioche pas un autre ennemi, tant qu'on ne tient pas engagé qu'un autre ennemi, la capacité de triche ne sert qu'à avoir des indices supplémentaires. Donc moi, je trouve, à l'inverse de Mr. Goldby, que l'armure de tranchée, c'est pas génial pour triche. Enfin, c'est pas génial dans le sens où c'est pas nécessaire. Plutôt que de mettre cette carte de niveau 3 qui sert simplement à ne pas avoir d'attaque d'opportunité de la part de l'enquête et ensuite échapper à cet ennemi, on dépense ses XP pour des cartes qui font trouver les indices sans provoquer d'attaque d'opportunité. Et puis moi je joue plutôt en solo, donc éventuellement il y a aussi un combattant dans le groupe. Trish, elle a besoin d'un ennemi. Mon coup classique, c'est énigme existentielle. Mais sinon, tout simplement, il faut être dans un... Trish commence la phase d'investigation. Elle utilise faux papier de niveau 4. Elle fait jusqu'à 3 discussions pour avoir les indices. Si tout se passe bien, elle vide le lieu de ses indices. Puis ensuite, c'est au combattant. Maintenant, il peut vaincre l'ennemi. Voilà. Donc, je voulais mentionner Trish. Alors, c'est une question de point de vue. Voilà, il y a le point de vue de Mr. Goldby, qui trouve que c'est vraiment génial. Voilà. Et puis moi, je pense que ça n'entre pas dans les decks que moi je fais. Et voilà. Alors, deuxième carte. Sang de Knyan. Bon, j'ai aucune idée. Knyan. Aucune idée de comment ça se prononce. J'ai pas vérifié.
Un événement de niveau 3 qui coûte 2, qui a le trait sort. Deck clairvoyant, chasseur ou sorcier uniquement. Combattre, vous avez le droit d'utiliser votre volonté à la place de votre force pour cette attaque. Pour chacun de vos emplacements de main inoccupés, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si un ennemi non élite est vaincu par cette attaque, ajoutez-le à la pile de victoire et attachez-lui le sang de K. Voilà, je vais dire ça comme ça, plus facile à prononcer. Alors, évidemment j'ai oublié de charger les onglets. C'est un sort, ça se tuteur avec l'initié aux arcanes. Alors, un élément de comparaison, c'est l'éclipse sanglante de niveau 1. Ça coûte 1, il faut subir 2 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer cette carte. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus d'1 en volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. La version de niveau 3, c'est modulable de 1 à 3, voilà. Donc, éclipse sanglante, il faut subir 2 dégâts, on combat forcément à la volonté mais avec un plus 2 et on inflige forcément 3. Là, on choisit quelle compétence on veut utiliser, et on a un bonus et un nombre de dégâts qui sont variables. Bon, les autres sorts de combat, ça va être dans des emplacements d'arcane, hein, enfin comment formuler ça. On a des soutiens de combat aussi, comme sort, voilà. Qu'est-ce qu'il y a noté? L'efficacité varie en fonction du nombre d'emplacements de main inoccupés. Alors les emplacements de main inoccupés, non, c'était les emplacements d'arcane inoccupés qui étaient importants pour les cartes mystiques il y a quelques cycles. En tout cas, les emplacements de main, qu'est-ce qu'on a? On peut mentionner la bandoulière. Alors, bandoulière de niveau 2, on a 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes. Alors là, j'ai un petit doute. Là, j'ai un petit doute parce qu'il faut avoir des emplacements de main inoccupés. Et là, la bandoulière vous donne des emplacements de main, mais qui ne peuvent être utilisés que pour des armes. Mais ils existent quand même. Donc je pense que la bandoulière, les 2 emplacements qu'elle vous donne, ils comptent dans les emplacements inoccupés. Donc par exemple, si vous n'utilisez pas vos emplacements de main et que vous avez la bandoulière, vous avez 4 emplacements de main inoccupés, dont 2 qui ne peuvent être utilisés que pour les soutiens armes. On peut mentionner aussi la carte bricolage. Vous l'attachez à un soutien outil, il occupe un emplacement de main ou d'accessoire de moins. Donc par exemple, vous avez votre lampe torche, vous lui attachez bricolage, elle occupe plus d'emplacement de main, donc vous avez vos 2 emplacements de main libres. Le miroir astral, qui occupe un emplacement de corps, il vous donne un emplacement de main supplémentaire par emplacement d'arcane inoccupé. Bon, le reste, ok. Un truc à mentionner, c'est la ceinture porte-outil. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Capacité gratuite, inclinez la ceinture porte-outil. Choisissez une option et celle qui nous intéresse, c'est soit attacher à la ceinture un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, soit détacher un soutien attaché. Donc vous avez un soutien outil qui occupe 1 ou 2 mains, vous avez donc plus qu'un emplacement de main disponible, voire aucun emplacement de main disponible, vous utilisez la ceinture porte-outil, de nouveau vous avez vos 2 mains disponibles, vous jouez le sang de K, et début du round suivant, donc ça vous le faites à la fin de votre tour, hein. Si vous devez beaucoup combattre, première action combat avec l'outil, deuxième action combat avec l'outil, on range l'outil à la ceinture, on combat avec le sang de K. Et le round suivant, vous détachez l'outil et vous combattez avec. Voilà, on peut mentionner que c'est un événement sort, donc il peut s'attacher à Diana Espérance, et tant qu'elle a des secrets à dépenser, c'est-à-dire que l'événement sera jouable 1 fois par round. Par contre, la capacité, la deuxième que j'ai pas encore mentionnée, si un ennemi non élite est vaincu par cette attaque, ajoutez l'ennemi à la pile de victoire
et attachez-lui le sang de K. Donc si vous utilisez ce sort-là pour vaincre un ennemi non élite, cet événement est détaché de Diana Espérance. Donc pour qu'elle le rejoue encore et encore, potentiellement une fois par round, il faut l'utiliser soit pour attaquer des ennemis élites, soit se débrouiller pour que ça ne soit pas cette carte-là qui vainque un ennemi. Et voilà, j'ai remis ça parce que quelqu'un mentionne, alors c'est à titre indicatif, c'est pas quelque chose qui est réaliste de façon régulière, mais donc il dit, si on a une fiole d'asservissement qui vous donne un emplacement d'arcane supplémentaire pour chaque ennemi qui y est attaché, qu'on a le miroir astral, un emplacement de main supplémentaire par emplacement d'arcane inoccupé, l'esprit familier, un emplacement d'arcane, qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort, le hiérophante, qui vous donne un emplacement d'arcane supplémentaire, et le reliquaire occulte, qui vous donne un emplacement d'arcane. Donc vous avez 2 emplacements de main, plus 2 emplacements d'arcane, voilà, il le note ici, lui, 7 emplacements d'arcane, plus 9 emplacements de main vides. Ce qui fait un total de plus 18, voilà, on a l'effet on a x9, plus de votre valeur de compétence pour chaque emplacement de main inoccupé, il en a 9, donc ça fait plus 18 en compétence, force ou volonté, et un dégât par emplacement de main libre, ça fait plus 9. Donc effectivement, en une attaque, à compétence plus 18 pour faire 10 dégâts. Sur un ennemi élite ou non élite. Voilà. Voilà, ça c'est à noter. Donc une carte qui peut être efficace. Ça peut être une bonne une bonne carte pour faire des dégâts. Maintenant, qui a accès beaucoup de mystiques, un gardien dans ces 2 versions et 2 truands. Alors Zoé Samaras, elle a accès à 5 cartes de niveau 0 hors classe, dont l'initié aux arcanes, donc elle peut le tutorer. Elle peut utiliser des cartes qui occupent des emplacements d'arcanes pour combattre, afin de se libérer les mains. Et alors, il est quand même probable qu'elle utilise une arme. Donc, comme soutien de combat, elle a par exemple la machette et tiens, c'est bizarre, je vois pas Atrophie. Ah si, voilà. Et Atrophie, elle garde un emplacement de main libre, et donc elle va combattre avec force ou volonté. Si elle n'a pas d'autres bonus passifs, c'est la même chose pour elle. Donc mettons force 4, plus 2, et elle inflige 2 dégâts en une action. Ok. Alors Michael Maglen, lui il combat plutôt avec ses armes à feu. Tony Morgan, ouais. Lui, il est probable qu'il essaie d'avoir un pistolet dans chaque main. Michael Maglen, pareil, on va probablement vouloir augmenter son nombre d'emplacements de main, mais pour y mettre des pistolets. La carte, pour Michael Maglen, la carte peut être intéressante le temps qu'il ait tous ses emplacements de main occupés, surtout s'il a l'étui à violon en jeu. Voilà. Agnès Baker. Agnès Baker, c'est une mystique, potentiellement elle n'utilise pas ses emplacements de main. Agnès Baker parallèle. Agnès Baker parallèle, en coup supplémentaire quand elle joue le sort, elle peut choisir de subir un dégât. Si elle le fait, elle réduit de 2 le coût de la carte, qui devient donc gratuite, et elle peut la mélanger dans son deck au lieu de la défausser après l'avoir jouée. Par contre, point important, c'est comme pour Diana Espérance, j'ai pas fortement insisté dessus, mais c'est la même formulation. N'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué. Diana Espérance et Agnès Baker parallèle ne protègent que contre la défausse de la carte. Or, si un ennemi non élite est vaincu par cette attaque, ajoutez-le à la pile de victoire et attachez-lui 102 K. Si cette carte-là devrait aller dans la pile de victoire, vous la détachez de Diana Espérance
et Agnès Baker parallèle ne peut pas la remélanger dans son deck. Donc les deux, pour utiliser cette carte-là à répétition, ont besoin que cette carte-là soit défaussée. Encore une fois, soit parce qu'on a attaqué un ennemi un ennemi élite, soit on n'a pas vaincu l'ennemi, voilà, si on n'a pas vaincu l'ennemi, quoi qu'il arrive, cette carte-là va dans la défausse, ou alors on a vaincu un ennemi élite. Et dans ce cas-là, ça va aussi dans la défausse. Voilà. Et Akashi Onile, elle utilise plus des soutiens avec des charges. Dexter Drake utilise des soutiens. Gloria Goldberg, bon, elle a 5 de volonté. Et puis elle, alors moi je la joue plutôt comme enquêtrice, avec son 5 en volonté, son 4 en intelligence. Mais dans un duo, mais si on la spécialise pas en enquête, ou si on joue en solo, on va probablement utiliser sa compétence, le fait de défausser des cartes rencontres du deck de rencontre pour s'éviter les ennemis, parce pour elle c'est plus facile de faire un test de volonté élevé que d'avoir à combattre un ennemi. Donc si on filtre beaucoup les ennemis, on va probablement pas avoir de cartes dans les emplacements de main pour faire du dégât. Ces emplacements d'arcane, on va les utiliser pour l'enquête, et voilà, essentiellement, ou éventuellement on a un sort de combat. Donc il est assez probable qu'on ait les emplacements de main libres, et sans de cas, ça peut être une bonne solution pour la fois ou les 2 fois dans une partie où on n'a pas pu se débarrasser d'un ennemi. Voilà. Bon, le petit récap. L'armure de tranchée, je ne suis pas fan, parce que je trouve que la plupart du temps, il n'y en a pas d'attaque d'opportunité dans mon style de jeu. Si on joue en solo, je veux bien, comme je le disais, quand on joue en solo, comme le plus important dans ce jeu, c'est de réussir des enquêtes, on s'équipe en priorité pour l'enquête, on se retrouve sans arme, on engage un ennemi, si on veut jouer une arme, on se prend une attaque d'opportunité, ok. Mais moi je trouve que la plupart du temps, c'est rare les attaques d'opportunité. Donc une carte de niveau 3 pour s'en protéger, bof. L'exception, ça va être Tommy Muldoon, parce qu'il bénéficie des 3 points de vie. Ça va être Trish Scarborough si on n'a pas cherché à avoir des cartes qui, à répétition, donnent un indice sans provoquer d'attaque d'opportunité. Voilà. Deuxième carte, le sang de Kneyan. Eh bien, c'est un sort de combat qui est pas mal, qui est pas mal dans le sens où on s'attend à combattre à compétence plus 2 pour faire 2 dégâts en une action, qui peut, si vous n'utilisez pas vos emplacements de main, faire compétence plus 4 pour 3 dégâts. Voilà, j'ai pas mentionné, mais ça fait un petit peu la puissance d'une lame spectrale. Probablement pas la valeur de compétence, mais l'efficacité. Le truc, c'est que c'est plus difficile à cycler, à jouer à répétition que d'autres événements de sort. Et j'allais dire un dernier truc. Oui, parce qu'il peut aller d'un pile de victoire. Et si vous faites un deck aux petits oignons, ça peut être complètement dégénéré. Voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure. Quelqu'un a mis en commentaire qu'avec cette carte-là, on peut en une attaque. On peut faire une attaque avec un bonus de compétence de plus 18 et infliger 10 dégâts en une seule attaque. Mais bon, ça c'est un cas extrême, ça sera pas représentatif. Par contre, il y a quand même des petites combos pour se donner des bonus et potentiellement jouer cette carte-là pour compétence plus 2 ou plus 4 et 3 voire 4 dégâts par action. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, 2 cartes de niveau 4. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et une bonne hydratation. Allez, à la prochaine, au revoir.